France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, les amis. On est là avec vous et bien sûr, comme tous les samedis, de 15h à 16h, et bien l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Maître Maghrebi qui, tous les samedis, est avec nous et elle est rattachée évidemment au barreau de Paris. Elle est du cabinet BMM, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal et elle est avec nous, et le droit du travail aussi. Et elle est avec nous en direct. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui, très très bien. On a passé vraiment une très très bonne semaine sous le froid et là aujourd'hui on est content. Mais Maître Maghrebi est congelé aujourd'hui. On a mis le chauffage, hein, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Maître Maghrebi, on va parler d'un thème très important aujourd'hui puisque vous allez nous parler de comment faire pour signaler un enfant en danger, hein, c'est ça? Absolument, je vais vous expliquer aujourd'hui quelle est la procédure qui est mise en place lorsqu'on est face à un enfant en danger. Bien. Donc c'est c'est un thème qui est assez important et j'ai décidé d'en parler parce que, et je vais d'ailleurs commencer par ça, c'est que avant de vous expliquer quelle est la procédure lorsqu'on est face à un enfant en danger, j'ai envie de vous expliquer quelles sont les sanctions en cas de non-signalement d'un enfant en danger. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes tous responsables lorsqu'on a autour de nous un enfant qui est en danger si on n'agit pas. Ah oui, d'accord. On est dans l'obligation de faire un signalement lorsque l'on pense ou on considère qu'on a dans notre entourage un enfant qui est en danger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc la loi prévoit des sanctions. Elle prévoit que toute personne qui va s'abstenir d'agir lorsqu'elle a connaissance d'une situation d'un enfant qui est en danger va être punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et ça peut tomber sous le coup de la qualification pénale de non-assistance à personne en danger, sachant que la non-assistance à personne en danger, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc retenez bien cela en tête. Le fait de vous abstenir de signaler un enfant en danger, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et le fait de non assister une personne qui est en danger, eh bien dans ce cas-là, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc c'est très important de savoir que lorsque vous avez autour de vous un enfant qui est en danger, eh bien il faut absolument agir et ne pas laisser faire. Donc, quelle est la situation qui va vous permettre de considérer que vous êtes face à ce qu'on appelle juridiquement un enfant en danger? Donc, on considère qu'un enfant est en danger ou qu'il risque de l'être si sa sécurité, sa moralité, son développement physique, affectif, intellectuel et social, voire soit sa santé, sont compromis. Donc, vous voyez bien, c'est très large. Un enfant est considéré comme étant en danger lorsqu'il y a un risque pour sa santé, un risque pour sa sécurité, un risque pour sa moralité, un risque pour son développement physique, mais pas que son développement physique, mais également son développement affectif, intellectuel et social. C'est très important de retenir cela parce que hélas, beaucoup de personnes ont tendance à considérer que tant que la santé n'est pas en danger ou que la sécurité n'est pas en danger, on n'est pas face à la qualification juridique d'enfant en danger. Un enfant est considéré comme étant en danger également lorsque sa moralité ou son développement affectif est en péril. Donc c'est très important de bien retenir tous ces éléments-là parce que si vous avez en face de vous donc un enfant qui voit sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement physique, affectif, intellectuel et social compromis, eh bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité, voire même, je dirais même le devoir de faire un signalement parce que qui peut faire le signalement? Eh bien c'est assez simple. Toute personne qui va être témoin d'une situation où l'enfant va être en danger ou risque de l'être, eh bien cette personne doit absolument alerter. Qui elle va devoir alerter? C'est assez large. Elle peut alerter des professionnels, elle peut alerter une assistante sociale, elle peut alerter des médecins ou alerter le procureur de la République, voire le juge pour enfants, mais il faut qu'elle alerte. Il faut absolument signaler la situation dans laquelle se trouve l'enfant ou ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu pour pouvoir vérifier que l'enfant n'est pas en danger. Donc comment se fait exactement le signalement? Vous pouvez le faire si généralement la structure qui est vraiment compétente, si vous n'avez pas envie de contacter directement une assistante sociale, un médecin ou autre, eh bien sachez que dans chaque département, il y a ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle plus communément l'ASE.
eh bien eux, vous pouvez faire le signalement auprès d'eux, qui par la suite ils vont diligenter une enquête et ils vont saisir le tribunal pour essayer de voir un peu ce qu'il en est. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui est disponible, c'est un numéro gratuit, c'est le 119. Eh ben, vous pouvez appeler le 119 pour signaler qu'il y a un enfant qui est en danger. Maintenant, quand vous faites votre signalement, essayez d'avoir un maximum d'informations, hein, son nom, son prénom, son adresse et surtout les faits que vous avez constatés. En quoi vous considérez que l'enfant est en danger? Est-ce que c'est pour sa santé? Est-ce que c'est par rapport à sa sécurité, sa moralité, son développement physique, affectif, intellectuel et social? Sachant que, et ça c'est une petite parenthèse que je fais, sachant que, attention, un enfant qui est élevé par une personne de confession musulmane qui pratique sa religion, de façon tout à fait normal, on considère pas ça comme un enfant en danger ou une atteinte à son développement intellectuel, affectif ou physique ou autre. C'est juste une petite parenthèse. Donc voilà. Donc vous avez le 119 que vous pouvez appeler si vous avez autour de vous un enfant que vous considérez comme étant en danger, ou saisir immédiatement, comme je vous disais tout à l'heure, le juge pour enfants. Une fois que le signalement est fait, sachez que l'ASE va intervenir. Elle va intervenir au domicile de l'enfant, elle va essayer d'évaluer la situation et voir est-ce que le danger est réel ou pas, quelle est la situation, et tenter peut-être de mettre en place ce qu'on appelle des mesures de protection judiciaire. Les mesures de protection judiciaire, elles sont assez variables, hein, parce que une fois que vous signalez un enfant qui est en danger, soit l'enfant va être immédiatement placé à la suite d'une décision de justice dans un foyer ou dans une famille d'accueil, soit il y a un accompagnement qui va être mis en place par le biais d'assistantes sociales, de psychologues. Voilà, il y a vraiment tout un cheminement qui va être mis en place, mais c'est extrêmement important de signaler, d'alerter lorsque vous considérez qu'il y a autour de vous un enfant qui est en danger, parce que au-delà du fait que cet enfant soit en danger et qu'il est important et qu'il en va de votre responsabilité de pouvoir l'aider, eh bien vous engagez également votre responsabilité pour non-assistance à personne en danger et comme je vous disais tout à l'heure, c'est des sanctions pénales, voire de lourdes amendes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce thème-là. C'est très important, c'est un thème qui est assez d'actualité et hélas trop de personnes disent ça me regarde pas, ça me concerne pas, moi je vais pas me mêler. Les signalements ça peut être anonyme, hein, on n'a pas besoin faut juste qu'on ait des informations détaillées lorsque vous envoyez votre signalement, que ce soit à l'ASE ou le juge pour enfants, mais vraiment ne pas hésiter à le faire parce que voilà, comme je vous disais, vous engagez votre responsabilité si vous ne le faites pas, mais vous laissez également un enfant en danger, donc ça serait bien dommage. Exactement, merci beaucoup. Et voilà, quand il s'agit d'un enfant, évidemment, on se doit évidemment encore plus d'être vigilant. Et merci pour ce thème en tout cas, Maître Maghrebi. Et donc, eh bien, c'est parti. L'antenne vous est ouverte, chers auditeurs et auditrices, pour poser toutes vos questions à Maître Maghrebi Mansouri. Alors, on en profite dès maintenant. Justement, on va prendre un maximum d'appels. Le numéro du standard, c'est le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. Vous avez des questions à poser. C'est totalement gratuit. Et bien sûr, quelle que soit la question d'ordre juridique, eh bien, n'hésitez pas à poser votre question à Maître Maghrebi. Vous avez déposé des demandes de dossiers et vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez envie de connaître des procédures, peut-être. Savoir comment agir, justement, comment vous défendre par rapport à votre situation. Le droit du travail, le droit de la santé, le droit des étrangers également, et le droit pénal, eh bien, sont bien sûr tous les registres auxquels, eh bien, vous pouvez interpeller Maître Maghrebi et poser votre question, et ce, gratuitement. Je rappelle donc le numéro de téléphone. Bombardez-moi le standard. 0892 23 99 50. C'est votre émission, chers auditeurs. Vos questions gratuites en direct, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui les écoutent en province. 0892 23 99 50. Je compte sur vous. Et Maître Maghrebi aussi pour vous répondre. Oui les amis, la consultation instantanée, c'est tous les samedis. Et on vous répond en direct pour vos questions gratuites. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb
Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 et c'est parti pour vos appels en direct à la radio. Mais je vous rappelle évidemment que Maître Maghrebi vous attend aussi et vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle si vous avez besoin de ses services. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez l'appeler au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit des étrangers, droit de la santé, le droit pénal et évidemment aussi le droit du travail. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de Maître Maghrebi, d'un avocat efficace, honnête et sérieux. 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone. Mais là, elle répond gratuitement à toutes vos questions. Le numéro du standard, c'est le 0892 23 99 50. Maître Maghrebi, on va commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Et on va accueillir une première question. Elle nous vient de Reims et c'est Mokhtar qui nous appelle de Reims. Bonjour Mokhtar. Est-ce que Mokhtar est là? Mokhtar, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais. Bien, vous nous appelez de Reims, c'est bien ça? Oui, bonjour, oui, c'est Mokhtar de Reims. Bien, soyez le bienvenu bonjour, en direct. Maître Maghrebi. Bonjour. Je voulais vous poser une question en fait concernant les papiers administratifs. Oui. En fait, je voulais vous poser une question par rapport à comment ça s'appelle, l'ambassadeur sénégalaise, parce qu'en fait, je voulais faire une demande de carte d'identité sénégalaise. Et en fait, la première fois que j'ai été, ils m'ont fait un acte de naissance sénégalaise, ça, il n'y a pas eu de souci. Et après, en fait, pour la carte, ils ont pris en fait mes empreintes de doigts et en fait de les photos dont ils ont besoin pour faire la carte. Et ils m'ont dit en fait de revenir en fait dans un mois. Et quand je suis reparti là-bas, on m'a dit en fait que en fait ils ont fait la recherche, ils m'ont fait attendre assez longtemps. Parce qu'en fait j'ai oublié de vous préciser, je suis une personne non voyante en fait. Et je suis parti là-bas, ils m'ont fait attendre au moins 2-3 heures à peu près. Et ils ont fait la recherche et après quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit en fait qu'ils n'ont pas retrouvé la trace de la carte. Donc je voulais avoir un petit peu des conseils. En fait, ils m'ont dit de retourner en octobre là pour tout refaire. Et comme moi je me suis déplacé plusieurs fois, comme j'habite à Reims, ça me fait du trajet en fait. Donc puis ça me prend sur mes heures de travail et tout ça. Donc comme j'étais un petit peu angoissé, je suis pas retourné au mois d'octobre. En fait. Donc je veux savoir ce que vous me conseillez. Alors juste pour parce que pour être sûr d'avoir bien compris, en fait là vous me parlez d'une procédure pour obtenir votre carte d'identité sénégalaise. Oui. Donc au Sénégal. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, je suis français, mais je voulais avoir aussi la nationalité en fait sénégalaise. D'accord. Alors, moi, je vais pas pouvoir vous dire au niveau du droit sénégalais ce qu'il en est parce que je suis pas du tout compétente sur ce droit-là. D'accord. Moi, je suis uniquement compétente en droit français, voire certaines matières en droit européen. Non, mais en même temps, je voulais vous poser un peu la question. Non, mais vous faites bien. Mais du coup, moi, le conseil que je peux vous donner, ce serait de vous rapprocher du consulat sénégalais. Essayez d'aller au consulat et de voir avec eux comment ça se fait et comment ils pourraient essayer de vous aider pour l'obtenir, parce que c'est important que vous puissiez justifier de votre identité. Donc l'obtention de la carte, je pense qu'il y a forcément des dispositifs qui sont mis en place et qui existent pour pouvoir vous aider à obtenir la carte. Mais là, en tout cas, en fait, j'ai essayé de, excusez-moi de vous interrompre, j'ai essayé de les recontacter en fait plusieurs fois. Et en fait, ils me disent, quand j'étais sur place, ils me disent de prendre rendez-vous par Internet. Ça, je l'ai fait, et je me suis rendu, et c'est là qu'on m'a dit, non, on n'a pas retrouvé, et il faut tout refaire, en fait. Et comme moi, ça m'a angoissé, je suis pas retourné depuis, quoi, en fait. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, là, au lieu de retourner directement là-bas, normalement, vous pouvez passer par votre consulat. D'accord. Parce que vous êtes allé où? Les binationaux, ils peuvent tous, on peut tous faire, voilà, au niveau du consulat, normalement les démarches sont possibles. Comme ça, vous n'avez pas besoin de voyager pour refaire votre carte. Ah, d'accord. Et il se trouve, il y a un consulat du Sénégal dans chaque ville, maître? Alors, non, ça sera pas dans chaque ville. Mais alors on va regarder, mais non, c'est pas dans chaque ville, mais c'est dans chaque région généralement. Chaque région, ouais. Vous êtes passé par où? Non, si y en avait à Reims, je
je me serais déplacé, mais comme c'est jusqu'à Paris, en fait. Ah oui, Paris, le consulat général, il est à Paris, ouais. Ouais, à Paris. C'est ce que je vois. Il est. Mais il y en a plusieurs en France. Attendez, je vais vous dire. Là, c'est le consulat général, mais normalement, il y en a. Vous en avez d'autres. Vous en avez sur Lyon. Vous en avez sur Bordeaux, sur Marseille, sur. Il y a une agence consulaire sur le Havre. Il y a à Lille, Nancy, Nantes. Si vous avez sur Reims. Hein. Ah bah voilà, il y a Reims. Oui. Je savais pas. Si. Et c'est où exactement, vous savez pas? 1 place Miron Eric. 51 100 à Reims. Eh ben voilà, bah super. Je savais pas. Eh ben voilà. Eh ben si on peut vous aider, c'est tant mieux, cher monsieur. Bon, je vous remercie infiniment pour tous ces renseignements. Eh ben écoutez, de rien, et puis bon courage à vous. Oui, bon courage. Je vous remercie. De rien. C'est quand même fou, quand même, qu'une administration. Bonne journée. Bah, de rien. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. C'est quand même dingue, mettre encore une fois qu'une administration, perde comme ça des documents à des gens qui déposent, et qui mettent du temps. Comment ça se fait, ça, La maître? raison pour laquelle il faut toujours garder une copie de ce qu'on dépose et demander un tampon lorsqu'on a déposé quelque chose ou d'avoir une attestation de dépôt, ce qui permettra de justifier et de faciliter les démarches en cas de perte. Parce que normalement, c'est pas normal. Mais, si ça arrive, en ayant gardé la copie de du dossier que vous avez déposé, c'est censé aller beaucoup plus vite. D'accord. Ben ça c'est une bonne chose à retenir. Donc si vous déposez donc un document ou des choses donc au consulat, vous demandez qu'ils vous tamponnent, c'est ça? Oui, vous demandez un tampon, une attestation de dépôt, et vous gardez la copie de tout ce que vous avez déposé. Comme ça, si jamais il y a une perte ou il y a un problème, vous avez plus qu'à aller déposer une autre copie de ce que vous aviez initialement déposé. Génial. Ben voilà. Donc à retenir absolument, comme ça, des bons petits conseils de Maître Maghrebi, évidemment. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. On répond gratuitement à vos questions ici en direct sur France Maghreb 2. C'est totalement gratuit. 0892 23 99 50. On prend un autre appel. Allô, bonjour. Monsieur, bonjour. Ou madame? Allô. Oui, bonsoir madame. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonjour, Faïza. Alors Faïza, malheureusement, il va falloir enlever le kit main libre ou je sais pas ce que vous avez. On vous entend très très mal. Voire pas du tout même. Alors, juste un instant. Voilà, arrêtez-vous tranquillement. Je rappelle évidemment le numéro de téléphone pour tous les autres. 0892 23 99 50. C'est totalement gratuit. C'est avec Maître Maghrebi. Elle répond à toutes vos questions. Je vous entends. Là, vous m'entendez? Oui, parfait. Bien. Je vous laisse avec Maître Maghrebi. Oui, bonjour maître. Bonjour. Je me permets de vous appeler parce que j'avais une question, mais qui est vraiment complexe. J'ai eu un problème de santé suite à une séparation. Donc, j'étais salariée dans une entreprise. J'ai été en arrêt et ensuite donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je me suis rendue à un rendez-vous après mon arrêt. Donc il a été convenu avec la direction que j'arrête mon arrêt, que je pose mes congés tant que la rupture conventionnelle soit traitée. Et à la fin de mes congés, à grande surprise, ils sont revenus sur leur décision et ils m'envoient. Donc moi j'attendais le retour de leur démarche. Et il m'envoie un recommandé me demandant de justifier mon absence. Alors, je crois qu'il y a un épisode que j'ai pas compris. Donc vous étiez en arrêt. Voilà, tout à fait. Vous avez commencé une négociation pour la rupture conventionnelle. Donc on vous a demandé de poser vos congés. Exactement. Donc durant vos congés, vous étiez absente. Le délai pour traiter cette rupture conventionnelle. Voilà, à la fin de votre congé, on envoie le dossier à l'inspection du travail. D'accord. À la fin de votre congé, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'attendais leur retour pour la rupture conventionnelle, sachant que je leur ai dit lors de l'entretien, admettons, il y a une semaine où vous n'avez pas encore eu de retour, ce sera un congé sans solde, c'est pas dramatique. Et donc moi, en attendant leur retour, j'ai reçu un courrier m'indiquant de justifier mon absence. D'accord. Donc à la fin de votre congé, vous n'êtes pas retourné travailler? Non, puisqu'il était convenu qu'on fasse la rupture conventionnelle. Oui, mais dans ce cas-là, en fait là, vous auriez pas vous auriez dû soit vous remettre en arrêt, soit demander à votre employeur de vous faire un mot permettant de vous absenter de votre poste de travail, parce que lui, qu'on va considérer ça comme une absence injustifiée. La rupture conventionnelle n'était pas signée encore. Non, on m'a demandé de faire donc toutes les démarches. Le courrier, il y avait un témoin lors de l'entretien. Mais ils vous ont dit verbalement de ne plus revenir travailler? Oui,
Oui, bien sûr. Alors, ce que vous auriez dû faire, normalement, c'est à la fin de votre congé, envoyer un recommandé à votre employeur pour lui dire, comme convenu, je prends acte du fait que je n'ai pas besoin de me rendre sur mon lieu de travail à compter de la fin de mon congé jusqu'à ce que nous finalisions la convention, la rupture conventionnelle. Mais là, si vous l'avez pas fait, bah, il peut très bien considérer que c'est une absence injustifiée. Malgré que la rupture conventionnelle normalement était en cours, et en plus moi en appelant l'inspection du travail, ils n'ont fait aucune démarche durant mes congés pour la rupture conventionnelle. Donc en fait ils sont venus sur leur décision sans m'en informer. Oui, disons qu'ils vous, enfin, j'ai pas envie de dire que vous vous êtes fait avoir parce que. C'est le cas. Mais on va dire que vous n'avez pas été assez vigilante. Vous leur avez fait trop confiance. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, le problème, c'est que si vous êtes, c'est que là, juridiquement, vous êtes absente, vous n'avez pas justifié de vos absences. Voilà. Oui, mais là, vous n'avez pas justifié de votre absence. Vous avez été absente, il n'y a pas de rupture conventionnelle de signer, il n'y avait pas une date de rupture de contrat d'acté, donc normalement, à la fin de votre congé, vous retournez sur votre lieu de travail. Sauf si on vous demande de ne pas venir. Et dans ce cas-là, on vous le formalise par écrit ou vous allez sur votre lieu de travail et puis on vous demande de rentrer chez vous. Et dans ce cas-là, vous envoyez un recommandé pour dire que vous ne venez pas travailler à la demande de l'employeur. Même si moi j'ai pour preuve qu'ils ont pris toutes les dispositions pour me remplacer, même physiquement, mon poste. Ah oui, mais ça n'a rien à voir, voir. Parce que, et puis, mais c'est pas parce que il y a une rupture conventionnelle qui est en cours qu'il ne faut plus aller travailler. Le fait de mettre en place une rupture conventionnelle, votre contrat de travail, il continue de courir. Donc, vos droits et obligations, qui naissent de votre contrat continuent d'exister. Lui, il est toujours dans l'obligation de vous payer et vous êtes toujours dans l'obligation de fournir le travail. Si vous ne vous rendez pas sur votre lieu de travail, il faut justifier de votre absence. Soit parce que vous êtes en congé, soit parce que vous êtes en arrêt maladie. Si vous n'êtes pas en arrêt maladie et si vous n'êtes pas en congé, eh bien, il faut être sur votre lieu de travail. D'accord. Donc, même s'ils n'ont fait aucune démarche, en fait, durant mes congés pour la rupture conventionnelle, oui, c'est possible. Enfin, ça leur donne quand même raison. Oui. Et elle peut pas dire, oui, c'est un peu, c'est chaud quand même, hein. Y a rien de signé. Maintenant, ça va être votre parole contre la leur. Même après, si moi, vous avez un témoin, parce que vous allez avoir derrière, donc il n'y a pas de. Oui. Mais ça va quand même laisser un mois sans salaire, un mois dans une grande difficulté pour les enfants forcément. Donc voilà, moi je voulais juste savoir. Après, de toute façon, ce que vous pouvez faire, c'est toujours vous pouvez toujours répondre à leur recommandé en leur disant mais attendez, moi vous savez très bien pourquoi j'étais absente vu que j'ai été absente à votre demande. Ah ouais, c'est pas idiot ça. Vous pouvez toujours faire ça, mais juridiquement, c'est pas. Oui, ça n'a aucune valeur. Voilà, c'est pas. Après, c'est eux, c'est vous et votre chance. C'est soit ils sont de bonne foi, ils vont dire oui, c'est vrai, on lui avait dit de pas venir le temps. Ils sont pas du tout de bonne foi. Voilà. Donc, en fait, ça fait presque 10 ans que j'étais dans la même entreprise et je pense qu'il les gêne, c'est l'indemnisation qu'ils doivent verser. Ouais. Et parce que je repars dans un domaine d'activité qui est similaire au leur, donc ça les dérange. Aïe, ah ouais, d'accord. Mais déjà, un conseil, moi, que je peux donner même aux auditeurs oui, qui petit nous écoutent, conseil comme ça. Ne jamais mettre fin à votre arrêt de travail pour prendre vos congés. Vous êtes en arrêt maladie, vous êtes malade, vous continuez votre arrêt maladie, vous auriez pu mettre en place la rupture conventionnelle, vous auriez signé la rupture conventionnelle, vous auriez jamais eu ce problème. Il aurait été obligé de vous payer vos congés et il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que là, vous avez voulu lui rendre service, vous vous êtes mis en fragilité et ça se retourne contre vous. Exactement. Bon, notez bien tout ça. On m'a dit qu'on pouvait pas engager la rupture conventionnelle tant qu'il était en arrêt. C'est faux. Ah bah apparemment c'est faux, dit Maître Maghrebi. Hein. D'accord. C'est faux. Il n'y a rien qui vous empêche, ne serait-ce que sur la phase en amont, il n'y a rien qui vous empêche de mettre fin à votre contrat de travail durant votre arrêt maladie. Surtout quand eux n'ont pas le droit de vous licencier. Pendant votre arrêt maladie, ils ne peuvent pas vous licencier. Mais si vous vous mettez d'accord avec eux pour mettre fin à votre contrat de travail de façon amiable, il n'y a rien qui vous en empêche. D'accord. Ou quitte même négocier avec eux, et vous auriez fait toute la phase de négociation durant votre arrêt maladie, et puis à la fin de votre arrêt maladie, vous signez votre rupture conventionnelle.
Mais au moins, vous vous mettiez pas dans cette situation de danger. Enfin, c'est bon à savoir pour les autres qui nous écoutent, en tout cas, hein, vraiment. Non, mais c'est vrai que Jamais, mais il y en a plein, vous n'êtes pas la seule. Il y en a beaucoup. J'ai pas été assez prudente. Il y en a beaucoup qui font ça. Parce que voilà, j'ai été fragile à ce moment-là et en fait. Et évidemment, quand on est fragile à ce moment-là, maître, bah voilà. Non, mais il y en a plein qui vraiment qui se font avoir comme vous et qui se retrouvent dans cette situation. Mais vraiment, ne jamais mettre fin à un arrêt maladie pour prendre ses congés. Il y a même des gens qui sont en mi-temps thérapeutique qui mettent fin à leur mi-temps thérapeutique pour prendre, parce que l'employeur leur dit mais non, mais il faut prendre vos congés, liquider vos congés. Ils liquident leurs congés, mais quand vous prenez vos congés, vous êtes plus en arrêt maladie. Donc c'est un autre régime qui s'applique. Donc vous avez plus la protection de la personne qui est malade. Donc faut faire très attention à ça. Et mettre là, même au prud'homme, elle peut rien gagner, rien du tout là. Bah ça va être sa parole contre celle de l'employeur. Ouais. Comment est-ce qu'elle va prouver que l'employeur lui a demandé de parvenir? Même s'il y a des témoins. Bah non, mais parce que le fait d'être en négociation pour une rupture conventionnelle ne vous donne pas le droit de ne pas aller travailler. Ouais. La seule chose qui vous donne le droit de ne pas aller travailler, c'est si vous êtes en congé, si vous êtes en arrêt maladie ou si votre employeur vous dispense. Mais là, si l'employeur il dit mais moi je l'ai jamais dispensé, comment vous prouvez qu'il vous a dispensé? Ouais. Juste une dernière question, vraiment, je vous embête un petit peu. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé un autre poste aussi de cadre dans une autre société. Donc je vais démissionner, sachant que. Bah démissionner, non, vous démissionnez pas. Vous démissionnez pas. Pourquoi vous voulez démissionner? Bah parce que j'ai un autre poste pour lequel. Bah là, il vous demande de justifier de votre absence. Il va vous licencier. Il va vous faire un licenciement. Vous aurez vos indemnités. Bah, il va faire le licenciement, mais est-ce que j'ai le droit, parce que là, en fait, il a 2 mois, c'est ça, hein, si je veux pour pouvoir me licencier pour avoir mon poste, mais est-ce qu'en parallèle, moi, j'ai le droit de travailler? Bah, vous pouvez pas cumuler les 2 emplois, mais essayez de voir avec lui, vous discutez avec lui. Oui, donc, mais ne démissionnez pas. Dans une phase de négociation, donc c'est pour ça que ça m'oblige à la démission, parce qu'effectivement, je dois nourrir aussi mes. Ouais, mais là, vous perdez vos droits. Si vous le problème, c'est que si vous démissionnez, vous perdez vos droits. C'est-à-dire que si dans votre nouveau poste, ça se passe pas bien, vous aurez pas toute l'ancienneté que vous aviez sur ce poste-là, je suppose. Et si jamais vous devez vous inscrire au Pôle emploi, vous perdez tout. D'accord. Donc ne surtout pas démissionner, vous perdez tout, vous allez perdre vos droits. Mais alors au Pôle emploi, admettons, là je prends un poste, bon, si jamais ça ne se passe pas bien, pour pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage, en fait, il y a un certain nombre à travailler. Voilà, exactement. Et donc là, c'est après ça va être. Voilà, je peux pas rentrer dans le détail du calcul au niveau de Pôle emploi parce que c'est compliqué, mais ne démissionnez pas, vous allez perdre des droits. On démissionne pas d'un poste pour un nouveau poste quand on n'a pas la garantie de l'emploi. On n'est pas certain, vous n'êtes pas certain. Je suppose que vous avez peut-être une période d'essai aussi sur votre nouveau travail. Oui, après c'est une grande période d'essai comme voilà, donc voilà, donc si ça se passe pas bien, mais il y a au moins 6 mois de garantie entre guillemets. Bon, c'est une société que je connais bien, donc je me dis même si admettons au bout des 6 mois ils font ça ne va pas et qu'ils décident d'arrêter le contrat, ça m'empêche pas moi de bénéficier derrière des indemnités chômage. Moi je pense que vous devriez pas démissionner parce que là avec le coup qu'ils viennent de vous faire, c'est en démissionnant, c'est un cadeau. Bah oui, vous leur faites un cadeau et puis vous mettez-vous en fragilité. Aujourd'hui, moi j'ai plus aucun revenu et forcément voilà, j'ai quand même des charges, j'ai 3 enfants à charge donc. Et vous êtes censé reprendre votre poste quand? Il y a une semaine maintenant. Après, c'est il faut aller discuter directement avec le patron. Je pense que c'est mieux, non, maître? Qu'elle nous appelle en antenne. Ah, d'accord. Alors, écoutez, vous savez quoi? Vous allez prendre apparemment maître Maghrebi. Même là, après, pendant on va vous la passer en antenne. Bougez pas, madame. Oui. Allez, bougez pas une seconde. On va prendre Khadija aussi dans un instant. Elle nous attend. Khadija, bonjour. Oui, bonjour. C'est pas Khadija, c'est. Ah, ça a changé. Bon, le mari. Bon, vous bougez pas le mari, on va vous prendre dans un instant, vous allez poser votre question, d'accord? D'accord, y a pas de Ça concerne quoi, vous, votre question? C'est un regroupement familial sur place. Un regroupement sur place. Bien. Voilà, teasing. Dans un instant, on parlera du regroupement familial sur place, évidemment. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps, comme dans les grandes radios. A-t-il des droits? Que doit-il faire? C'est ce que nous allons savoir dans une petite seconde sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, on parle du regroupement familial et puis bien sûr toutes vos autres questions. 0892 23 99 50. C'est totalement gratuit. Maître Maghrebi vous répond. À tout de suite. Et vous
vous êtes très nombreux à vouloir parler à Maître Maghrébi. Vos questions gratuites en direct à la radio. N'hésitez pas. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1. Et je rappelle que si vous voulez joindre Maître Maghrébi pour tester son efficacité, surtout pour vous aider, c'est très important, eh bien vous pouvez la joindre à son numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous avec elle. C'est le 06 12 14 34 96, notez bien, 06 12 14 34 96. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal et bien sûr toutes les spécialités qui bien sûr sont le barreau de Paris évidemment. Allez, elle est rattachée au cabinet BMM et puis elle sera en vacances pendant 2 semaines malheureusement, Maître Maghrébi, donc vite si vous voulez qu'elle vous réponde, eh bien appelez dès maintenant 0892 23 99 50. On va parler du regroupement familial. On a un auditeur qui est là. Rappelez-nous votre prénom. Bonjour. Mon prénom c'est Kamel. Kamel. Bonjour, comment ça va, Kamel? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Eh ben ça va très bien. Sois le bienvenu, Kamel. Tu nous appelles de quel endroit? Là, je suis de Nanterre. Nanterre. Bien. Maître Maghrébi vous écoute, Kamel. D'accord. Merci. Maître, je vais te poser une question au niveau du regroupement familial sur place. En fait, je suis marié avec ma femme, Khadija, en 2016. Oui. Et elle est rentrée avec un visa touriste multi-sortie. Ça veut dire c'est visa langue séjour. Et on est parti à la préfecture pour déposer un dossier. Par contre, moi j'ai un enfant à charge. Et c'est moi que j'ai la garde. Et c'est un enfant français. Donc c'est moi qui j'ai la garde et j'ai le jugement. Donc après, on est parti à la préfecture pour déposer un dossier. Ils ont regardé le passeport. Il nous a donné un rendez-vous pendant 6 mois. Oui. Dès qu'on arrive à un rendez-vous, il nous a dit désolé, il y a une erreur. Oui. Voilà. C'est Après, quoi l'erreur? elle a dit ouais, il faut rentrer au pays. D'accord. Ah bah. Après, la dame qui a travaillé à la préfecture, elle a dit il faut retourner vers l'OFI pour faire un regroupement familial sur place. J'ai fait la demande. Moi, je travaille, j'ai un appartement, et de toute façon, c'est tout est en règle. Et là, il me répond à un courrier, et là, je l'ai reçu récemment, qui manque un titre de séjour recto verso le mien, et le titre de séjour de ma femme. Et donc, là, j'ai pas compris pourquoi il demande le titre de séjour de ma femme, et elle en a pas. Bah parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris que vous étiez dans une démarche de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire et qu'ils ont l'impression qu'elle a déjà eu son visa et qu'ils vous demandent la copie de son visa long séjour qu'on met sur le passeport qui vaut titre de séjour. Ah, en fait, c'est le visa qui demande. Bah en fait c'est le document qui vous colle sur il y a un papier qui vous colle sur le passeport. Donc en fait, je fais juste le passeport parce qu'ils disent bien ici titre de séjour recto verso en cours de validité illisible de votre épouse. Surtout mettez-leur un courrier. Je pense que c'est important en leur disant que voilà qu'elle est rentrée avec un visa touristique et pas avec et surtout d'expliquer que c'est un regroupement familial sur place, n'est-ce pas? Et par contre, attends, il y a une autre formation que je l'ai déposée dans le dossier dans le début parce que elle n'était pas encore on n'a pas encore cette formation. En fait, ma femme elle a eu 2 bébés, des jumeaux. Donc là maintenant j'ai 3 enfants. D'accord, bah ça c'est la circonstance exceptionnelle qui peut permettre de justifier de bénéficier du regroupement familial avec présence sur le territoire. Il faut le mettre dans le dossier. Si vous le mettez pas, ils peuvent vous dire qu'il n'y a pas de circonstances qui permettent d'avoir la dérogation. Donc ça veut dire maintenant je sais que je vais déposer pour mes enfants parce qu'ils sont nés. Moi le dossier je l'ai déposé le mois de septembre et j'ai reçu le courrier que ça fait 31 janvier. Donc récemment. Oui. Voilà, donc entre guillemets, ça veut dire que c'est pendant 5 mois, ils sont en train de traiter le dossier. Et là, je vais rajouter formation complémentaire. En fait, que j'ai 2 bébés. Et je mets le visa, le passeport entièrement, et je mets un courrier explicatif. Exactement. Un courrier où vous allez expliquer exactement la circonstance exceptionnelle et vous mettez les actes de naissance des enfants. Voilà, les actes de naissance des enfants. Mais par contre, j'ai une autre question. En fait, moi, ils me demandent le titre du séjour. Et moi, en fait, je me fais voler mon portefeuille. D'accord. Et vous n'avez pas de copie de votre titre de séjour?
De 10 ans, normalement. Oui, mais Ouais. vous avez pas la copie? Si, j'ai la copie de l'ancienne, ouais. Ouais, j'ai le... Bah, vous mettez la copie de la copie. Ouais, d'accord. Ah, c'est bon, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Oui, ça y a pas de Comme il y souci. avait trop d'attentes à la préfecture à long terme, ma carte, elle est pas encore prête. Oui, bah, voilà, mais si vous avez déjà la copie de votre titre de séjour, vous mettez la copie. Et là, il y aura un espoir pour accepter le dossier? Bah, normalement, si vous justifiez de la circonstance exceptionnelle, pour un notaire, ils sont durs quand même, hein. Ah, là, ils sont très durs, même. C'est vrai, faut savoir que c'est pas la préfecture, enfin c'est pas on va dire l'OFI et la préfecture, ils sont pas réputés pour être les Non. plus souples. Donc ça va être compliqué, mais en tout cas vous avez la circonstance exceptionnelle. Donc Ouais, non, normalement. Et ça donc ça veut dire, là, maintenant, mais la circonstance exceptionnelle, donc ça veut dire que je l'ai justifié à l'OFI. oui, absolument. Voilà. Mm. D'accord. Voilà, je te remercie beaucoup, maître. Bah de rien, bon courage à vous. Merci. Merci à vous de votre appel et à bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir. Au À revoir. bientôt, Bon merci courage. beaucoup. On va revenir dans un instant. Non, pardon, bah non, on a marqué déjà la pub, dis donc. 0892 23 99 50. On va prendre d'autres appels. Un autre appel par ici. Allô, bonjour. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà, c'est ça. Peut-être cet appel ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Mon prénom c'est Ali, Ali, voilà. Vous nous appelez d'où, Ali? Marseille. Marseille. Oh là là, les Marseillais sont là. Ali, Maître Maghrebi vous écoute pour votre question. Ça fait toujours plaisir Oui. d'avoir des Marseillais. Ah, je sais que vous êtes Ah, fan merci, c'est de gentil. Marseille. Ah, je sais bien. Oui, Et- j'ai vu que vous avez eu une avocate en ligne. Je me suis dit, c'est le temps de poser la question. Ah, bah, justement, Ça fait un sacré moment. Exactement. Un sacré moment où je me la posais. Eh ben justement, je rappelle aussi aux autres auditeurs, on a encore le temps vite fait de prendre notre dernière question. 0892 23 99 50, c'est totalement gratuit. 0892 23 99 50. Ah, Ali, allez-y, Maître Maghrebi vous écoute. Oui. En fait, ma question, je vais vous expliquer, c'est que je suis interdit bancaire. Ça fait à peu près presque 6 ans ou 5 ans là. Et du coup, le jour où j'ai su que j'étais interdit bancaire, c'est par rapport à mon travail. J'ai voulu ouvrir un compte chez la Poste, mais la Poste, ils m'ont donné un papier où ils m'indiquaient que j'étais obligé de partir voir la Banque de France en sachant que j'avais un problème dans mes papiers. Et quand je suis parti à la Banque de France, eh ben, j'ai vu que j'avais des chèques qui étaient posés à mon nom alors que j'ai jamais eu de banque et j'ai jamais eu de chéquier. Et pour une somme astronomique de 80 000 euros à 100 000 euros, je crois. D'accord. Ah oui. Et du coup, jusqu'à là, je suis bloqué. Un abonnement SFR, je peux pas le faire. Payer ma carte de bus avec une carte bleue, je peux pas le faire. En fait, je peux rien faire, je suis bloqué. Alors, est-ce que vous avez demandé à récupérer la copie des chèques? La copie de quoi? Des chèques. Non. Alors, ce qu'il faut, c'est que, alors, première chose à faire, c'est si à partir du moment où vous n'êtes pas l'émetteur d'échecs, que vous n'avez jamais eu de chéquier, il faut aller déposer plainte. Ça y est, je suis parti porter plainte. D'accord. Et après avoir porté plainte, j'ai attendu à peu près 6 mois ou 1 an. Oui. On m'a renvoyé un document où on m'a demandé de me présenter à un commissariat. Oui. Je me suis présenté au commissariat, on a fait des études sur moi pour voir ce qui s'est passé. On m'a demandé d'écrire 1995 en chiffres, puis après en lettres. Oui. On m'a demandé de marquer minuscule en chiffres et en lettres. Plein de petites choses comme ça pour remonter à la piste. Et du coup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'attends. J'ai pas eu de réponse. D'accord. Donc, mais est-ce que vous savez si la brigade financière a été saisie? Oui, normalement, ils Parce sont que saisis de normalement, l'affaire. vous leur demandez s'ils ont récupéré la copie des chèques. C'est peut-être pour ça qu'ils vous ont demandé la graphologie, mais de voir, parce qu'il faut voir ces chèques-là. Oui, ce que je me suis dit. Est-ce que c'est des vrais chèques? Est-ce que c'est des vrais chèques ou est-ce que c'est des faux chèques? Des gens, ils ont posé des chèques d'une Non, mais somme de vous avez- 34 000 euros, par exemple. Non, mais Un parce que organisme où- En fait, il faut demander à voir les chèques pour savoir quelle est la banque, quel est l'adresse, mon nom, prénom. Est-ce que c'est vraiment l'orthographe de votre nom? Est-ce que c'est votre adresse? Est-ce que vous avez déjà eu cette adresse-là? Et parce que vous avez peut-être un homonyme. Et ça, non, ça ils ont arrive- regardé ça que arrive c'était souvent. vraiment mon nom, mon prénom, ma date de naissance, tout. Oui, mais mais- alors ça arrive. J'ai déjà vu le cas. C'est assez rare, mais ça existe. Il y en a, en tout cas, il y en a là sur le territoire français, des personnes qui ont le même nom, le même prénom et la même date de naissance. Il y a que le lieu de naissance qui change. Ah ouais. Ça Ah oui, arrive, ça, du oui. coup, Ça arrive. Et du coup, quand une personne a un homonyme comme celui-là, eh ben, elle a beaucoup de problèmes parce que du coup, tous les problèmes de l'autre sont ses problèmes aussi. Donc déjà, faut éliminer cette hypothèse-là.
faut essayer, demandez-leur un peu plus d'informations. Comment ? Il faudrait que je voie qui pour... là, au commissariat, l'officier qui gère votre dossier, il faut essayer de voir avec lui, déjà s'il appartient à la brigade financière, savoir s'ils ont récupéré la copie des chèques. S'il vous dit oui, j'ai récupéré la copie des chèques, dites-lui que vous aimeriez bien savoir quelle est l'adresse qui figure sur les chèques. Est-ce que c'est une adresse à laquelle vous avez déjà habité ou pas? Quelle est la banque? Ça, j'ai regardé. Ce n'est pas mon adresse. C'est pas votre adresse, donc faut voir après qui habite à cette... Bon, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mais tout ce qui est adresse, la banque, je la connais pas, je suis jamais allé. Oui, donc soit c'est une usurpation, vous avez été victime d'une usurpation d'identité, soit vous avez un homonyme à cette adresse-là, faudrait... Oui. Non, mais c'est ça, c'est une usurpation d'identité, c'est pour ça que j'ai porté plainte contre X. Ouais. Et là, après, est-ce que vous vous êtes rapproché de la Banque de France pour leur transmettre la copie de votre dépôt de plainte et leur demander de lever l'interdiction? Non, de lever l'interdiction, non, mais... Voilà. Écoutez ce que vous dit Maître. Alors, comment il doit faire, Maître? Là, il faut absolument contacter la Banque de France. Il y a un service spécialisé par rapport à ça, qui gère justement tous les cas d'usurpation d'identité, les cas de faux, parce que des fois, on peut se faire voler son chéquier, et du coup, le chèque est trafiqué. On va imiter votre signature. Ça s'appelle un faux. Et donc ne pas hésiter à saisir ce service-là. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est tenter de voir quelle est la banque d'où viennent ces chèques, de quelle banque, et est-ce que les chèques ont cette somme-là ou une partie des sommes ont été données, à quel ordre ils ont été faits, parce que vous pouvez tenter aussi d'engager la responsabilité de la banque. La banque qui est soit qui a encaissé le chèque, soit qui est censée être émettrice du chèque. Mais en tout cas, la banque qui est censée encaisser le chèque, si par exemple, je sais pas, c'était un chèque de 80 000 euros, elle a donné à la personne, je sais pas moi, 10 000 euros, là, elle est responsable parce qu'elle est censée vérifier l'identité. Donc vous pouvez tenter aussi d'engager sa responsabilité à elle. Mais déjà, la première chose à faire, c'est contacter la Banque de France. Il y a un service spécialisé pour ça, pour transmettre la copie de votre plainte et demander la levée de l'interdiction dans la mesure où vous y êtes pour rien. Ok. Et en urgence, ouais. J'ai le droit de prendre un avocat qui s'occupe de moi gratuitement, ça veut dire sans le payer, parce que j'ai pas les capacités de pouvoir le payer. Alors pour ce genre pour cette procédure-là, non. Parce que l'avocat, vous pouvez avoir un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, mais c'est que pour les procédures en cours. Et là, pour faire une démarche amiable auprès de la Banque de France, l'aide juridictionnelle fonctionne pas, parce qu'on n'est pas devant une autorité judiciaire. Ok. Donc, mais voilà. En tout cas, vous pouvez. Sachez que vous pouvez contacter la Banque de France pour essayer de demander, de demander le retrait, la levée de l'interdiction, la levée de l'interdiction, voire même peut-être saisir le médiateur. Il y a des médiateurs qui existent, des médiateurs bancaires. Donc essayez tenter de saisir le médiateur bancaire, voir avec lui, ou sinon ça va être le fichier central des chèques aussi. Merci pour tous vos renseignements, madame. De rien, bon courage à vous. Avec grand plaisir, merci. Marseille, plus que jamais, on répond. Non, je rigole. Oui, Marseille, on répond. Bon, si on répond à tout le monde, sur toute la France. Bah oui, évidemment, pour tout le monde. Merci beaucoup. Je peux passer une dédicace. Bien sûr, allez. Oui, y a pas de souci. Faites une dédicace. Pour l'OM. Allez. Une dédicace pour le 13 014. Le 13 014. Écoutez, la dédicace est passée, pas de problème. Et bon courage. Barakallahu fik. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. Bien. Quelle heure est-il, maître Magbri? On n'aura pas le temps, parce que malheureusement, donc il y a beaucoup d'appels. À moins qu'on fasse quelqu'un vraiment très vite, mais j'aimerais pas trop qu'on le bâcle. Donc on va essayer quand même. Allez. 0892 23 99 50. On a un auditeur qui attend par ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Bouchta. Alors on vous écoute pour votre question, maître Maghrebi vous écoute. Oui, bonjour maître. Bonjour. Voilà l'actualité du jour, c'est l'héritage. Et moi je suis donc originaire du Maroc et j'ai 2 enfants avec ma femme qui est française. Ne sont pas mariés. Par contre, tout ce qui est, par exemple, tout ce que je possède moi personnellement au Maroc, est-ce qu'il faut que je passe devant notaire? Ou la loi marocaine prévoit quelque chose en cas de décès? Alors, vous m'éclairez un peu si... Alors là, je vais vous répondre un petit peu comme la même chose que j'ai répondu au premier auditeur. C'est que là, en ce qui concerne les successions au niveau du droit marocain, je suis pas compétente parce que moi, je suis compétente uniquement en droit français. Donc, par rapport à vos biens au Maroc, je pense que vous devriez vous rapprocher d'un
d'un avocat spécialisé en droit des successions au Maroc. Maintenant, si les biens que vous avez rentrent dans votre patrimoine en France et que vous les avez déclarés ici, bien évidemment, vous pouvez au moment de, enfin, si c'est déclaré ici, ça va rentrer dans votre succession. Oui, non, mais c'est pas le cas. Voilà, donc ça va être le droit marocain qui va s'appliquer. D'accord, c'est pas le cas. Ouais. Par contre, ma question aussi à savoir, est-ce que ça rentre dans le cadre de la législation française? S'il faut déclarer... Normalement, lorsqu'on a des biens à l'étranger et qu'on est résident fiscal en France, il faut les déclarer dans son patrimoine français, oui. Oui, il n'y a pas un taux, enfin jusqu'à certaines... non? C'est-à-dire je sais pas, mon banquier, je veux dire, en France, on parle de plusieurs milliers d'euros, enfin je veux dire, voilà, pour 200 ou 300 000 euros, je veux dire, c'est pas... J'ai pas compris votre question. C'est pas excessif. Je veux dire, pour 200-300 000 euros de biens au Maroc, c'est pas excessif. C'est le prix d'un appartement ou... Oui, mais du coup, vous voulez savoir si c'est à déclarer ici? Oui, voilà, oui. Ah bah oui, normalement, quand vous avez un bien à l'étranger, en fait, le lieu de votre résidence fiscale doit englober votre patrimoine, que ce soit à l'étranger, oui, ou tout votre patrimoine. D'accord. Donc même un appartement, une maison, enfin voilà. C'est après peu de personnes il y a certaines personnes qui ne le font pas, mais normalement vos biens à l'étranger rentrent dans votre patrimoine ici. Et si c'est déclaré ici, eh bien forcément, vous allez être imposable dessus. Et surtout que vous allez au niveau de la succession, ça peut sans doute régler la succession, mais encore c'est sous toute réserve, parce qu'il y a aussi le droit le droit marocain qui va peut-être avoir valeur à s'appliquer, parce que en France, ce qui est prévu par les textes, c'est que la loi qui s'applique, c'est la loi du lieu de résidence du bien. D'accord, donc de toute façon, ça va être... d'un conseil juridique marocain. Voilà, moi je pense que vous devriez voir avec le Maroc, oui. Merci beaucoup en tout cas, et vous le rappelez quand vous voulez, monsieur Bouchta. Allez, bonne journée. Allez, je voudrais passer un grand bonjour à monsieur Amar Mkadmi, qui était notre animateur de radio il y a quelque temps. Bisous à toi mon ami, et Maître Maghrebi, évidemment, on vous laisse conclure cette émission. Je vous rappelle évidemment qu'on peut vous joindre au 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96. Vous allez partir en vacances, vous allez manquer terriblement, mais je vous laisse conclure cette émission évidemment, Maître Maghrebi. Merci Medjahed. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci pour tous vos appels. J'espère que l'émission vous a plu et que les prochaines continueront à vous plaire. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, Enfants en danger 119, surtout ne pas hésiter à composer ce numéro pour aider les enfants qui pourraient être en difficulté autour de vous, mais non plus ne pas abuser de ce numéro et faire des signalements qui ne relèveraient pas des signalements. Comme je vous le dis à chaque fois, vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Chut. Un enfant qui est en danger, eh bien, il faut absolument agir et ne pas laisser faire. Donc, quelle est la situation qui va vous permettre de considérer que vous êtes face à ce qu'on appelle juridiquement un enfant en danger? Donc, on considère qu'un enfant est en danger ou qu'il risque de l'être si sa sécurité, sa moralité, son développement physique, affectif, intellectuel et social, voire soit sa santé, sont compromis. Donc, vous voyez bien, c'est très large. Un enfant est considéré comme étant en danger lorsqu'il y a un risque pour sa santé, un risque pour sa sécurité, un risque pour sa moralité, un risque pour son développement physique, mais pas que son développement physique, mais également son développement affectif, intellectuel et social. C'est très important de retenir cela parce que, hélas, beaucoup de personnes ont tendance à considérer que tant que la santé n'est pas en danger ou que la sécurité n'est pas en danger, on n'est pas face à la qualification juridique d'enfant en danger. Un enfant est considéré comme étant en danger également lorsque sa moralité ou son développement affectif est en péril. Donc c'est très important de bien retenir tous ces éléments-là parce que... France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, les amis. On est là avec vous et bien sûr, comme tous les samedis, de 15h à 16h, et bien l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Maître Maghrebi qui, tous les samedis, est avec nous et elle est rattachée évidemment au barreau de Paris. Elle est du cabinet BMM, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal et elle est avec nous, et le droit du travail aussi. Et elle est avec nous en direct. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs.
est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui, très très bien. On a passé vraiment une très très bonne semaine sous le froid et là aujourd'hui on est content. Mais Maître Maghribi est congelé aujourd'hui. On a mis le chauffage, hein, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Maître Maghribi, on va parler d'un thème très important aujourd'hui puisque vous allez nous parler de comment faire pour signaler un enfant en danger, hein, c'est ça? Absolument. Je vais vous expliquer aujourd'hui quelle est la procédure qui est mise en place lorsqu'on est face à un enfant en danger. Bien. Donc c'est un thème qui est assez important et j'ai décidé d'en parler parce que si vous avez en face de vous donc un enfant qui voit sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement physique, affectif, intellectuel et social compromis, eh bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité, voire même, je dirais même le devoir de faire un signalement parce que qui peut faire le signalement? Eh bien c'est assez simple. Toute personne qui va être témoin d'une situation où l'enfant va être en danger ou risque de l'être, eh bien cette personne doit absolument alerter. Qui elle va devoir alerter? C'est assez large. Elle peut alerter des professionnels, elle peut alerter une assistante sociale, elle peut alerter des médecins ou alerter le procureur de la République, voire le juge pour enfants, mais il faut qu'elle alerte. Il faut absolument signaler la situation dans laquelle se trouve l'enfant ou ce qu'elle a vu ou ce qu'elle a entendu pour pouvoir vérifier que l'enfant n'est pas en danger. Donc comment se fait exactement le signalement? Vous pouvez le faire si généralement la structure qui est vraiment compétente, si vous n'avez pas envie de contacter directement une assistante sociale, un médecin ou autre, eh bien sachez que dans chaque département, il y a ce qu'on appelle l'aide sociale et je vais d'ailleurs commencer par ça. C'est que avant de vous expliquer quelle est la procédure lorsqu'on est face à un enfant en danger, j'ai envie de vous expliquer quelles sont les sanctions en cas de non-signalement d'un enfant en danger. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes tous responsables lorsqu'on a autour de nous un enfant qui est en danger si on n'agit pas. Ah oui, d'accord. On est dans l'obligation de faire un signalement lorsque l'on pense ou on considère qu'on a dans notre entourage un enfant qui est en danger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc la loi prévoit des sanctions. Elle prévoit que toute personne qui va s'abstenir d'agir lorsqu'elle a connaissance d'une situation d'un enfant qui est en danger va être punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et ça peut tomber sous le coup de la qualification pénale de non-assistance à personne en danger, sachant que la non-assistance à personne en danger, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc retenez bien cela en tête. Le fait de vous abstenir de signaler un enfant en danger, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et le fait de non assister une personne qui est en danger, eh bien dans ce cas-là, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc c'est très important de savoir que lorsque vous avez autour de vous l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle plus communément l'ASE, eh bien vous pouvez faire le signalement auprès d'eux, et qui par la suite ils vont diligenter une enquête et ils vont saisir le tribunal pour essayer de voir un peu ce qu'il en est. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui est disponible, c'est un numéro gratuit, c'est le 119. Ben, vous pouvez appeler le 119 pour signaler qu'il y a un enfant qui est en danger. Maintenant, quand vous faites votre signalement, essayez d'avoir un maximum d'informations, hein, son nom, son prénom, son adresse et surtout les faits que vous avez constatés. En quoi vous considérez que l'enfant est en danger? Est-ce que c'est pour sa santé? Est-ce que c'est par rapport à sa sécurité, sa moralité, son développement physique, affectif, intellectuel et social? Sachant que, et ça c'est une petite parenthèse que je fais, sachant que, attention, un enfant qui est élevé par une personne de confession musulmane qui pratique sa religion, de façon tout à fait normal, on considère pas ça comme un enfant en danger ou une atteinte à son développement intellectuel, affectif ou physique ou autre. C'est juste une petite parenthèse. Donc voilà. Donc vous avez le 119 que vous pouvez appeler si vous avez